Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence où j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Eddy. Bonsoir Thomas. Bonsoir Hortense et bonsoir tout le monde. Bonsoir Micheline qui a déjà écrit depuis quelques minutes dans le chat. Bienvenue Micheline et bienvenue bien sûr à toutes les personnes qui seront avec nous ce soir en direct ou qui regarderont également le replay. Et il y a Anne-Marie aussi qui vient de dire bonsoir. Coucou Anne-Marie. Alors ce soir, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de burn-out. Le burn-out, comment l'éviter et s'en sortir avec succès. Le burn-out, comme vous le savez, est un fléau silencieux. Il s'insinue dans nos vies modernes, affectant non seulement les employés de grandes entreprises, mais aussi les agriculteurs, les enseignants et les professionnels de la santé. Et même des artistes aussi. J'en connais des artistes, oui, qui ont eu un burn-out. Voilà, donc c'est vraiment comme c'est vraiment le mal moderne en ce moment. Alors, pourquoi certains d'entre nous sont-ils plus vulnérables que d'autres? Comment identifier, déjouer les signes avant-coureurs pour ne pas sombrer? Et pour celles et ceux qui ont déjà traversé cet enfer, comment retrouver la lumière et reconstruire une vie épanouie? Alors ce soir, avec Thomas, dans cette conférence, vous allez comprendre les mécanismes du burn-out. Vous allez aussi apprendre comment renforcer son estime de soi, réapprendre à être plutôt qu'à faire, savoir comment remonter la pente après un burn-out et apprendre à redéfinir son rapport au travail et à la vie pour un retour à l'essentiel, pour trouver un équilibre sain et durable entre votre vie professionnelle et personnelle. Alors cette conférence vous fera découvrir des outils pratiques pour non seulement donc éviter le burn-out, mais aussi pour vivre une vie pleine, plus consciente et plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Donc voilà notre programme de ce soir avec toi, Thomas. Mais avant l'exercice habituel, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît, D'accord. en quelques mots. Bon. Alors, je suis à la base, je suis ingénieur, j'ai une carrière dans l'industrie et je n'ai pas arrêté quelque part à chercher dans toute ma vie ce qui faisait ma sensibilité, comment prendre soin de moi et quand j'ai eu 50 ans, ben, j'ai basculé et maintenant je fais ce qui me passionne, c'est-à-dire, l'énergétique. Je suis géobiologue, je suis bioénergéticien, je suis auteur, conférencier et surtout, je crois surtout chercheur, heu, passionné et ces recherches, en fait, elles sont alimentées par toutes les personnes qui viennent me consulter et qui m'amènent quelque part le matériel brut que, ensuite c'est à moi de le transformer, de le rendre accessible, de le travailler, de le repenser, comme c'est le cas pour le sujet qui va nous occuper ce soir, le burn-out. Bien sûr, je pourrais parler plus longtemps de moi, je pourrais parler des heures, mais c'est pas le but. Je crois que le but, c'est qu'on attaque directement le sujet. C'est très ambitieux. Je pense que vouloir parler du burn-out juste à une soirée d'une heure, voilà, on ira à l'essentiel parce qu'au fond, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et surtout, il y a beaucoup de choses qui sont dites par les personnes qui ont traversé un burn-out. Et en aucune manière, je voudrais quelque part à balayer leur monde et tout. Je crois que le burn-out, c'est quelque chose de très complexe, autant de burn-out qu'il y a de personnes qui en ont vécu un. Et peut-être ce qui change par rapport au regard habituel qu'on y jette, c'est que je ne le regarde ni du monde du travail, ni par les lorgnettes de la médecine ou la psychologie, mais par l'énergétique. Et ça, c'est vraiment mon parti pris et c'est là que je peux apporter ma touche originale et j'espère que elle viendra enrichir tout ce que vous savez déjà et tout ce que vous avez déjà
quelque part côtoyer sur votre chemin. J'espère que ça enrichit votre recherche et votre, quête, parce qu'au fond, je ne crois pas qu'un sujet, aussi important que cela puisse être découplé de ce qui fait quelque part la majorité des conférences sur l'Académie Nouvelle Vie qui touchent à la spiritualité, au développement personnel, et je crois pas qu'on soit vraiment à côté, je crois qu'on est en plein dedans. Avant que je me lance vraiment, je voulais savoir s'il y a encore une question au départ. Est-ce qu'il y a des attentes particulières, par rapport à ce que des éclaircissements qui sont attendus de ma part? Je ne sais pas, je suis à l'écoute avant de me lancer vraiment dans le vif du sujet. Non, là, pour le moment, non. Donc, je vous invite à poser vos questions, hein, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en direct avec nous ce soir. Heu, N'hésitez pas à mettre, vos questions dans le chat. Mais moi, ma première question, je crois que c'est vraiment, la question la plus importante, je trouve, c'est de savoir, mais je pense que tu as prévu d'en parler de toute façon, c'est de connaître les signes avant-coureurs, pour ne pas, attendre que ça s'aggrave avant de remonter la pente justement. Quels sont les signes avant-coureurs? Je pense que c'est important de le savoir pour, et se connaître en fait du coup, pour, pour bien, comment dirais-je? Guetter ce qui pourrait nous arriver en tant que dans le Absolument, burn-out. absolument. Ça me paraît très, très, très important de connaître les signes, puisqu'au fond, souvent, la personne qui le vit, elle, fait un certain déni. C'est-à-dire, c'est souvent l'entourage qui rend la personne attentive, mais là, ça fait déjà 3 mois qu'on ne t'a plus vu. Qu'est-ce qui se passe et tout? C'est la personne, elle, souvent ne voit pas. Donc c'est vraiment intéressant de connaître ces signes et d'en parler. OK, je me lance? Oui, tout à fait, parce que là, je n'ai pas de questions pour le moment. Voilà. Et d'ailleurs, une question subsidiaire par rapport à ça, parce que tu parles de l'entourage, des personnes qui ont un burn-out, qui peuvent, au départ, voir des signes qui ne sont pas qui annoncent quelque chose qui n'est pas normal chez la personne dans son comportement. Il y a aussi, ça que je poserais comme question: comment, en quelque sorte, faire comprendre à la personne qu'elle est sur une pente, savonneuse, descendante du burn-out. Mais bon, ça, c'est une question qui se rajoute à ma question précédente. D'accord. Bon, allons-y. Mmh. Alors, on parle un petit peu du monde du travail. Au 19e siècle, on a connu l'industrialisation, le travail à la chaîne, le travail dans les mines, à des conditions de travail, inhumaines. On a Nous avons presque oublié cela, mais ça fait aussi l'histoire de l'humanité. Est arrivé quelque part d'un côté, il y a le communisme et comme réaction contre le communisme, il y a, l'idée de donner quelque part plus de temps libre aux employés. C'est-à-dire, on a commencé à leur donner le samedi, à limiter le nombre d'heures par semaine et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de mesures sociales qui ont quelque part fait le pendant au communisme et qui ont on a commencé à avoir une certaine conscience de la valeur de l'ouvrier. Alors même si aujourd'hui, le burn-out, en fait, il ne touche pas vraiment les ouvriers, ça touche des personnes qui font parfois des travaux extrêmement, pointus, qui sont des gens très compétents, souvent des spécialistes même, des gens qui ont vraiment une haute exigence de leur travail. On n'est pas du tout dans le monde ouvrier, mais ça touche cette même question, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut presser l'humain? C'est-à-dire on peut extraire ou l'asservir ou le faire pour qu'il, fait fonctionner une machine économique.
Alors ça ne touche pas les personnes indépendantes, ça ne touche pas les artistes, mais ça touche à déjà en termes de statistiques, ça touche la majorité des personnes qui vivent un burn-out quelque part, pressées comme des citrons. Je ne suis pas en train d'accuser le système économique d'être générateur de cela, parce que ce serait, rentrer dans une vue qui est partielle. Moi, je considère que, l'humanité, elle est en constante évolution et les problèmes aussi. Est-ce que nous rencontrons dans le monde, dans le monde du burn-out, ce sont des histoires du 21e siècle, et des histoires de réduction, d'augmentation de la charge du travail parce qu'on instaure parce qu'on arrive à utiliser des technologies. Moi, je me souviens que mon père, il avait une secrétaire qui il est entré dans l'entreprise à 20 ans et il est sorti à sa retraite. Et il a jamais eu de burn-out, ça ne connaissait pas. Elle faisait son travail de dactylo, et tout, on ne connaissait pas ça. Aujourd'hui, avec les médias modernes, ce sont de nouvelles contraintes, qui arrivent et qui font partie de tout cela, de cet environnement dans lequel se trouve celui qui va faire un burn-out. Alors peut-être avant d'en parler plus, disons déjà qu'est-ce que c'est un burn-out vraiment en quelques mots. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est vraiment? Ça, c'est un point d'interrogation. Ça se manifeste surtout parce que c'est le corps qui dit stop. C'est-à-dire la personne elle-même pour encore continuer. Si elle est sur un rail, elle dit: «Oh non, non, je vais arriver». Elle a toujours plus de travail, toujours plus de contraintes, toujours elle n'arrive pas elle n'arrive plus à dormir, elle n'arrive plus à se reposer, et elle tourne là-dedans, elle se met des impératifs: «Il faut absolument que j'y arrive, il faut que je réussisse» et tout. Tout un système qui se met en branle quand la personne va être persuadée qu'elle va réussir et puis qu'elle va passer et puis à un certain moment, c'est le corps qui dit: «Stop» et c'est terminé. La personne est out. Ça, c'est le burn-out typique, c'est le corps qui dit non. Et ensuite, il y a plein d'autres choses qui se passent en même temps, mais c'est pas quelque chose qui est réversible. C'est-à-dire une personne qui a eu un burn-out, elle a c'est ça se on ne peut pas retourner le temps, revenir en arrière. C'est vraiment, il y a un avant et un après. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir mettre le doigt sur les déclencheurs, comprendre le système et comprendre les leviers. Quelle personne est susceptible de tomber dans la spirale du burn-out? Parce qu'on n'y tombe pas dedans comme de la même manière qu'une affection physique qui toucherait le cœur ou les poumons, ou je ne sais pas quoi. Et c'est vraiment une spirale dans laquelle la personne va se mettre. Il faut aussi distinguer le burn-out très clairement des situations de harcèlement, pour qu'on parle des choses séparément. Le harcèlement, c'est un autre sujet, mais là, le burn-out, c'est typiquement une situation où la personne n'arrive pas à décrocher, c'est-à-dire à mettre une coupure entre elle et ce dans lequel elle s'est investie à fond. Alors, heu, bien sûr que tout il y a des livres entiers qui ont parlé décrit les mécanismes, qui ont parlé des facteurs risques et tout. Moi, je le vois un petit peu différemment, je le vois du point de vue énergéticien et je le vois d'abord comme un système, très classique de, triangle de Karpman. Le Karpman, c'était un psychologue qui avait découvert, des schémas de fonctionnement où il y a, une coexistence, c'est-à-dire que une victime ne peut pas exister sans sauveur qui va ensuite engendrer le bourreau. On a le triangle bourreau, victime, sauveur qui est, heu, qui est quelque chose d'absolument classique en psychologie et qu'on le peut observer dans les situations de couple, dans les relations de travail et puis dans le burn-out où finalement, souvent, le sauveur, qu'est-ce qu'il fait? Il voudrait soit sauver sa place de travail, soit
sauver un collègue qui est tombé en burn-out et tout à coup il a un supplément de travail, puis elle prend ça sur elle, puis du coup elle devient aussi candidate au burn-out ou alors on voudrait vraiment sauver l'entreprise parce qu'on dit: «Bah, tiens, si on ne fait pas assez de chiffre d'affaires, on va devoir fermer les portes». Donc il y a une pression et il y a justement ce côté sauveur qui se met en route et qui risque bien que une personne qui se met dans cette posture finisse à un moment du côté de la victime. Des bourreaux, on n'en parle pas trop parce qu'en fait les bourreaux, c'est ceux qui organisent tout le système. C'est ceux qui maintiennent ce système, qui mettent les pressions, qui subtilement, jouent avec, ce qu'ils ont à leur disposition pour augmenter la pression sur leurs employés. J'ai connu des témoignages, d'une personne qui travaillait chez des boîtes américaines. Elle m'a parlé un peu de la manière dont ça se passait et j'ai parfaitement compris ce jeu-là. Et pourquoi une personne ne réalise pas qu'elle est en train de chercher à Heu, c'est-à-dire à faire plus que ce qui est logique de faire un job. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'elle pourrait rentrer dans une logique, tout à coup, il s'agit de travailler plus, c'est-à-dire, de commencer à prendre des heures supplémentaires au supplément, d'enchaîner et de ne plus d'avoir son téléphone allumé, nuit et jour, d'encore prendre encore des appels, le week-end et pourquoi est-ce que une personne ne verrait pas que ça, c'est le début de la spirale? C'est au moment où elle fait trop, où elle est amenée à faire trop, où le système, où ce qu'elle vit et tout l'amène à faire trop. Et ça peut aussi, ça ne touche pas juste une personne qui travaille dans une entreprise qui est, à haut rendement. Ça peut toucher tellement de personnes qui arrivent pas à créer cet équilibre entre les besoins, leurs propres besoins et ce qu'ils font pour leur travail, pour les autres. Donc, il y a ce premier problème, numéro un du sauveur, c'est qu'il ne sait pas dire non. Ça, c'est une constante chez beaucoup de personnes qui arrivent dans le burn-out, l'incapacité de dire non à ce qui leur arrive. Il y a des commentaires que j'ai entendus qui disaient que les gens qui sont maigrement investis, qui viennent juste faire leurs heures et tout, c'est jamais eux qui font un burn-out. Ceux qui s'en fichent, s'ils sont virés le lendemain, ils font jamais de burn-out. Ce sont les personnes engagées. C'est ceux qui font le plus de chiffre d'affaires, à la rigueur. C'est ceux qui sont le plus importants. C'est ceux qui font un travail colossal. Ceux-là, ils sont vraiment visés par ça. C'est terrible. Mais vraiment, c'est quelque chose à comprendre aujourd'hui. C'est quoi le nom? Alors, j'aurais envie de parler du nom d'une autre manière. Il y a un film que j'ai super apprécié, qui s'appelait The Yes Man, où il y a un gourou qui réussit à atterrir avec l'idée de dire oui à tout. Oui à tout, eh bien, il a créé une secte et puis, tout le film parle de cette secte où il était absolument indispensable de dire oui à tout. C'est hilarant, mais au fond, elle est tellement vraie parce que dire oui à tout, on se dit: «Mais oh, quelqu'un de super, bah, tu demandes à quelqu'un de te donner un coup de main, oui, oui, bien sûr. Bah, tiens, fais des heures supplémentaires, mais oui, bien sûr». Et pourquoi on dirait oui à tout? C'est une attitude où où derrière, il y a une manière de, de se dire: «Tiens, heu, dire oui à tout, c'est aller dans le sens du courant, de la vie, du fleuve». On dit oui parce qu'on est dans le courant, on est dans la vie. Par contre, ce que la personne ne voit pas, c'est que en étant dans le fleuve,
elle s'oublie, elle n'est plus elle-même. Et le non sert justement à s'affirmer comme quelqu'un de différencié, comme quelqu'un qui n'est pas un numéro, qui est pas un adepte numéro avec un numéro. euh, il s'agit de sortir de l'idée d'être un adepte, mais de devenir un être individué. Et ça, c'est vraiment la question qui est spirituelle. Tandis quand on est au niveau spirituel, on se dit: «Ah tiens, il faut que je dise oui au divin, il faut que je dise, oui à à tout ce qu'on me dit, il faut que j'élève ma conscience, il faut que je dise, tous les mantras, il faut». C'est déjà même la spiritualité, elle est traversée par des attitudes. On demanderait aux personnes tout de suite d'adhérer à tout ce qu'on leur raconte, même en disant: «Oui, c'est comme ça qu'on va développer, qu'on va se développer, qu'on va réussir, qu'on va faire, qu'on va s'étendre spirituellement». C'est l'attitude, oui, elle est extrêmement pernicieuse parce qu'elle permet d'enrôler les personnes, à alors que le non permet l'individuation. Alors pourquoi est-ce que j'aurais le droit de m'individuer? Est-ce que je dois pas être un être sociable, un être qui est, conforme aux autres, qui a, une créature divine qui est, dans la gratitude de tout et qui accepte tout ce qui arrive dans cette gratitude? Pourquoi je dirais non? Eh bien ça, c'est je pense que là, c'est le point central de l'individuation. L'individuation, c'est au moment où considère que je suis une singularité dans le cosmos. Et en tant que singularité, je peux adhérer à certaines choses et je peux m'opposer à d'autres. Ça, c'est quelque chose de fondamental euh, que on ne m'a pas appris. Il fallait que je le découvre. Il fallait que je comprenne que une attitude spirituelle essentielle est de se considérer comme une singularité. Donc, Heu, oui, oui, là, tu parlais, de pouvoir dire non pour exprimer justement cette singularité, sa propre personnalité. Mais je pense qu'il y a des personnes qui n'osent pas dire non par peur. Peur de perdre le travail, peur d'avoir un jugement négatif, peur donc on part dans quelque chose pour faire plaisir finalement. Ben là, on va parler de dans le burn-out, c'est de faire plaisir au patron ou au chef ou voilà. Donc ça vient de la peur peut-être? Enfin, l'origine n'est pas dans la peur. C'est-à-dire la problématique lorsque je ne m'individue pas, on vient m'apprendre la chose par la dure. On m'apprend quelque part, nous avons tous parcouru, c'est-à-dire soit par des incarnations précédentes, soit par le transgénérationnel de nos familles, qui a plongé dans tout l'endoctrinement religieux des derniers millénaires. Et nous sommes des rescapés et nous trouvons au passage de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau un changement de paradigme. Et aujourd'hui, nous pouvons aborder des sujets que autrefois nous ne pouvions pas. Si autrefois il s'agissait, pour être accueilli par Dieu au paradis, il fallait faire comme tout le monde. On allait tous faire des pèlerinages, on allait tous se confesser, on allait tous, il était impensable qu'on fasse à sa manière. Parce qu'on disait, ben, tu fais à ta manière, tu verras, tu vas aller en enfer. Ça, c'était inconcevable, sauf pour les personnes qui étaient assez claires avec elles-mêmes et qui se sont retrouvées dans des sociétés secrètes à maintenir une connaissance d'initiés, mais ces sociétés étaient parfaitement interdites et tandis qu'aujourd'hui, on les accepte, on sait qu'elles existent et aujourd'hui, elles montent au jour, elles montrent la riche tradition qui a survécu pendant des millénaires. Donc, s'individuer n'était pas acceptable pour une vision religieuse qui nous habite vraiment depuis très longtemps. Donc, ces peurs, elles viennent quelque part, elles viennent aussi de la peur d'être exclu.
On n'allait pas à l'église au Moyen Âge, on était exclus de la société. Donc il fallait y aller rien que pour ne pas être exclu. Ce sont des réflexes primaires qui ont, dans lesquels on était plongé, être exclu pour ne pas être comme tout le monde. Et ça, on doit s'en guérir. Nous devons absolument nous guérir de ça. Ah, donc, c'est normal qu'il y ait des peurs, parce que tout à coup, il s'agit de faire monter à la conscience, c'est une question de monter à la conscience que cette idée de conformité qu'on nous a toujours servi pendant les liminaires, elle est pas OK. Elle n'est pas OK. Parce que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on accepte la pluralité des opinions dans un monde, dans notre monde. On ne l'a pas accepté aussi bien qu'aujourd'hui. Jamais, ça n'a pas été accepté autrefois, la pluralité des opinions. Puis encore, on en est encore loin de l'accepter vraiment. Donc il y a un shift de conscience pour passer de l'idée de mieux de autrefois on se disait je vais mieux réussir ma vie quand je me conforme, que je fais profil bas quand je fais les autres. On va vers autre chose et dans cette autre chose, on se dira je vais mieux réussir ma vie quand j'existe dans ce monde comme quelqu'un d'individualisé, comme quelqu'un qui ne fait pas comme les autres. Et ça, c'est un premier grand shift de conscience. C'est celui de faire selon ce qu'on selon ce qu'on sent soi-même, selon ses valeurs, selon ce qui est ressenti dans son ventre, dans son cœur, dans son esprit. C'est ça qui guide. Et c'est vraiment un changement de paradigme. Ça veut dire qu'une personne qui est dans une spirale, elle va pas d'un jour, clac, maintenant je dis non. C'est quelque chose qui s'apprend peu à peu, qui se cultive. Et puis, il y a des trucs, on en parlera dans l'atelier qui suivra, il y a quand même des petits trucs pour s'aider à cela. Donc, Je vais te parler des commentaires, du commentaire d'Yvette, qui est assez long d'ailleurs. Alors, pour résumer le commentaire d'Yvette, en fait, d'ailleurs, je mets là un petit mot oui. gentil de temps en temps, une petite prime, une façon de dire que les managers sont contents du travail, mais bon, la mentalité a tellement changé, hélas. Ce que veut dire en fait Yvette, parce qu'elle a mis beaucoup de commentaires, c'est que aujourd'hui en fait, elle estime, elle trouve que on déconsidère, on n'a pas de considération vis-à-vis des employés. Et est-ce que ça a quelque chose à voir aussi avec le burn-out? Tout à l'heure, tu as parlé aussi de harcèlement d'ailleurs. Tu dis que c'est différent. Quand il y a... Mais est-ce que c'est pas lié non plus? Le fait que tout ça, la considération ou des harcèlements, euh, quelque part, est-ce que ça peut pas, à la longue, mener au burn-out aussi? Euh, j'ai, j'essaie de répondre à cette question au mieux. Mm. Le burn-out, c'est quelque chose d'extrêmement critique qui se présente comme une spirale où la personne ne peut, elle est prise dans son travail et ne peut plus, quelque part, elle va se couper de ses amis, elle va être au taquet, c'est-à-dire taquet de, ah tiens, il y a mon téléphone, on me demande ça, puis je dois faire ça, puis elle peut plus s'accorder du temps pour elle, pour se ressourcer, pour la rigueur, il y en a qui font une semaine s'accordent une semaine de yoga, mais en fait, après cette semaine de yoga, ils rentrent de nouveau dans la spirale et puis tous les bienfaits se terminent. C'est le fait de ne pas trouver d'équilibre. Alors bien sûr que ça peut être alimenté par un manque d'égard. Ça, c'est certain que c'est alimenté. Mais selon moi, c'est pas le déclencheur. Le déclencheur, c'est de la spirale ou ce qui se passe dans la spirale, c'est que la personne ne peut pas dire non. Elle peut pas dire, là, je refuse de venir ce week-end, je refuse de répondre à tout appel qui, en dehors de ce travail, je ne regarde pas mon téléphone, il est dans un tiroir, ou toutes sortes de situations où la personne dit non.
peut-être par peur ou peut-être elle ne dit pas non, mais ça fait partie de la problématique. Mmh. Ça En fait fait, ça partie de la vient problé ouais, donc ça vient de la personne. I ça c'est pas forcément l'extérieur, harcèlement ou autre, qui provoque, un burn-out. Ça, l'extérieur peut alimenter, mais ça vient de la c'est personne. Ouais, l'extérieur il va l'alimenter. oui, Observer des situations où l'extérieur allait commencer à envoyer des messages hors des heures de travail et qu'on allait commencer à considérer que c'est tout à fait normal qu'on allait lire ses courriels ou ses messages en dehors des heures de travail. Ça, c'est l'extérieur. Or, la personne peut dire non. Après, on assume les conséquences. Chaque fois qu'on dit non, on assume les conséquences. Ça, c'est certain. Et là où il y a une différence entre la situation de harcèlement et la situation de burn-out, c'est que dans le monde du harcèlement, c'est un monde perfide, de manipulation perfide. Alors que le monde du burn-out, c'est juste de part de l'employeur des situations, X situations où il abuse quelque part, souvent il abuse la bonté des personnes qui sont employées. On peut dire souvent ce sont des situations abusives. En tout cas, dans le monde du travail des grandes entreprises, ce sont des situations abusives. Si on le regarde du côté de l'extérieur, du côté de ceux qui le vivent, c'est l'incapacité de dire non à ces situations abusives et donc de continuer de fonctionner dedans, de survivre dedans jusqu'à ce que le corps dise stop. OK, c'est clair. Ouais, ouais. Donc il faut savoir finalement, il faut savoir s'écouter, écouter son corps aussi. Mais, je trouve enfin parce que moi j'ai connu quelqu'un, justement je te parlais d'un artiste tout à l'heure qui était en burn-out. C'était une personne en fait, je vais te raconter vite fait comment il est c'est un musicien, qui faisait des tournées et donc lorsque le groupe, fait une tournée, il y a ce qu'on appelle un tourneur qui doit, comment dirais-je, préparer, la tournée, savoir dans quelle salle, comment où les musiciens doivent, dormir, tout le matériel, les instruments de musique. Or ce tourneur-là ne faisait pas, on va dire, son métier correctement. Donc du coup, il revenait à un des musiciens de faire à sa place. Et ce musicien-là ne disait pas non, justement, il faut que ce soit lui qui le fasse. Et donc, ça a été comme ça pendant des années, jusque à faire un burn-out parce qu'il n'arrivait plus, du coup, tout en étant musicien, il devait finalement faire aussi le travail de quelqu'un d'autre. Donc, quelque part, on peut dire qu'il était le sauveur de cette situation. Oui, exactement. C'était comme ça que je l'avais vu. Ouais, 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 tout Mmh. à fait. En fait, il sauvait le concert, il sauvait, les autres musiciens aussi et puis voilà quoi. Il sauvait le contrat qui était passé avec, ceux qui voilà. Donc à la longue, ça a duré, plusieurs années mais à la longue, pourtant un métier que cette personne aime bien, musicien mais à la longue, ben, il a subi un cette personne a subi un burn-out D'accord. et Donc, ça se voyait, c'était dans son corps. oui, C'était effectivement, il se sentait fatigué, il avait des palpitations et cetera. Enfin, son corps s'exprimait oui. complètement. Mmh. Il y a, d'une part, le fait de dire non et d'autre part, la question à se poser: «Qui dit non?» Hein? En vertu de quoi puis-je dire non? Et j'ai déjà dit que c'était l'individuation, mais derrière l'individuation, il y a un principe spirituel fondamental qui me tient à cœur, de partager. Quand j'ai commencé peut-être il y a 15 ans de vraiment
des soins en énergétique, une des choses que je faisais souvent, c'est de prendre soin des chakras de base. Et le j'ai compris que le troisième chakra, c'est l'endroit où, quelque part, qui était construit sur une étincelle divine. Peut-être difficile, là, c'est abstrait de se dire ce que c'est une étincelle divine, c'est parfaitement abstrait, mais pour le troisième chakra qui se construit autour d'une étincelle divine, c'est complètement logique de de fonctionner. C'est-à-dire, si j'existe et si j'ai le droit d'avoir une expansion autour de moi, j'ai le droit d'exister et d'être là parmi les humains, c'est principalement parce que je porte une parcelle divine en moi. Et surtout parce que dans cette vision-là, Dieu n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est pas quelque chose avec lequel je dois avoir une relation de quelconque. C'est le divin est à l'intérieur de moi. Dans cette vision aussi, je ne suis pas obligé de faire pour avoir droit à avoir une relation avec le divin. Puisque elle est essentielle, puisque le divin est en moi, je n'ai besoin de rien faire pour gagner cette relation avec le divin. Tout le Moyen Âge était ponctué par ou était absolument dominé par l'obligation de faire pour avoir le droit d'aller au paradis. Il fallait faire les pèlerinages, il fallait faire les indulgences, il fallait se confesser, il fallait payer, etc., etc. Ceci est inscrit, encore une fois, dans notre subconscient et dans nos familles, dans le véhicule, de ce qui est véhiculé par nos familles, c'est l'idée de devoir faire pour exister. Je dois faire quelque chose. Je peux pas juste me poser sur une chaise, puis être, puis dire: «Bon, ben, maintenant je suis» et je goûte au bienfait, à cette délicieuse sensation de ne devoir rien faire pour le droit d'exister. Or, je pense que toutes les personnes qui font un burn-out vivent une problématique, c'est celle de devoir faire quelque chose pour exister. Je pense que c'est ainsi, c'est quelque chose, une constante qu'on peut retrouver chez elles. Je lance D'où ça. le d'où le fait de plutôt, chercher à être plutôt qu'à faire. D'où l'importance, c'est d'avoir un équilibre. Même moi, je m'active aussi, des moments où je fais à manger, je m'occupe il y a plein de choses que je fais. Quand j'écris un livre, je suis dans le faire. Mais le faire ne peut vraiment être pleinement équilibré lorsque il y a son pendant, s'il y a un pendant être et faire. Il faut qu'il y a, ça me paraît indispensable d'avoir un équilibre. Et l'équilibre dont je parle, cet équilibre entre sa vie privée, sa vie personnelle, son intimité, qu'elle soit affective, émotionnelle, spirituelle ou tout, c'est l'équilibre, ben, c'est que ça, c'est de l'être. Et puis, il faut qu'il soit nourri constamment. Ceci doit être nourri tout comme la satisfaction d'avoir accompli quelque chose dans le monde du travail. Mmh. Moi, j'ai presque envie de dire qu'il faut, c'est une, prérogative enfin, je veux dire, il faut d'abord être et à partir de cet être-là, de faire, de faire. Toi, tu parles d'équilibre, mais est-ce que, il faut pas d'abord chercher à se connaître, à être justement Ce et que ce serait, et que tes actions sont basées sur qui tu es? ce serait complètement Aligné en fait, révolutionnaire. aligné, oui. Ce serait complètement révolutionnaire si on apprenait d'abord à nos enfants d'être avant de leur demander de faire. Mmh. Puis que cette Mmh. vision-là commence dès le jeune âge. C'est-à-dire, on base beaucoup de choses d'abord sur c'est d'aller vers l'intérieur, vers l'extérieur, alors qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, euh, on est loin de l'être, on est loin de là. Mmh. On leur apprend à faire quelque chose, Mmh. puis Mmh. pas à être quelqu'un. Ouais. Alors, on va parler de l'atelier.
parce que justement tout à l'heure, j'avais annoncé, savoir comment remonter la pente après un burn-out. Je pense que c'est le est-ce que c'est le sujet, de ton atelier? Je pense qu'il y a vraiment les 2 sujets que je vais aborder. Pour moi, ce que j'ai énoncé, savoir dire non, savoir passer de l'être au faire, c'est des choses qui s'aident avec des éléments clés, avec il y a des points clés là-dedans que je voudrais partager. D'accord. C'est-à-dire, c'est pour toutes les personnes qui sont touchées, c'est-à-dire qui voient qu'ils ont gagné à devenir plus conscients de ces leviers-là et de travailler dessus et d'avoir des aides pour ne pas rentrer dans la spirale. Ça, c'est absolument certain. Pour ceux qui ont passé dedans, c'est bien sûr que c'est indispensable pour ne pas pour vraiment pour que ce qu'ils ont vécu va commencer c'est un apprentissage. Donc, à chaque fois qu'on 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 est victime de quelque chose, quelque part, c'est un apprentissage majeur qu'il s'agit de faire. C'est une obligation parce que sinon, si on ne veut pas le faire, on passe dans le ah, on va finir par prendre des drogues, on va prendre des antidépresseurs, on va se bourrer de médicaments pour survivre dans ce monde de travail et puis de survivre surtout sans avoir jamais changé quoi que ce soit à soi-même. Mmh. OK. Merci beaucoup. Alors attends, je vais te mettre il y a Yvette qui dit: «Merci Thomas, je n'ai peut-être pas vu qu'une partie du problème, mais quelles seraient les conséquences quand on continue de dire non?» C'est des si on dit non tout le temps? Je suppose que c'est ce qu'elle veut dire, Yvette. Ah, souvent, en fait, on parle souvent de mettre des limites, afficher des limites, dire voilà, c'est oui jusqu'à là et c'est non à partir de là. C'est-à-dire, oui, je lis mon courriel jusqu'à telle heure. Je lis mon courriel jusqu'à vendredi soir à 6 heures. Après, je lis plus. Celui qui m'envoie un courriel le samedi ou les dimanches, je le dis, non, je ne lirai pas. Ça, c'est des limites. Je crois que le non, c'est pas un non sur toute la ligne. Je pense que c'est vraiment dans les limites qu'on pose, et le monde peut-être d'abord, on est mal vu. Tiens, il est mal vu. Mais je crois que si on explique sa démarche, je crois que c'est ça. Si c'est quelque chose qui pouvait se faire à large échelle, ce serait viral. Si ça pouvait venir viral de mettre les limites. Oh, ce serait extraordinaire parce qu'enfin, on dirait, ben tiens, voilà, ben, il y a vraiment la méthode burn-out, c'est mettre des limites, commencer à mettre des limites. Et pour ça, il faut de la conscience. Ça ne peut pas se faire simplement par hasard. Il faut comprendre, mais pourquoi est-ce qu'il faut mettre des limites? Oui, pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui s'individue. Hein. On est sorti du monde où tout le monde devait faire la même chose et suivre le De même ce programme. mmh, de ce qu'on chan pardon, de ce que j'entends là, i je me demande aussi si c'est pas une question de confiance en soi. Avoir confiance en fait, en soi, de pouvoir dire oui quand il faut et de pouvoir dire non quand il faut. C'est qu'on a déjà une confiance en soi et un estime aussi de soi qui bien ancrée déjà. Alors, loin de moi l'idée que c'est simple, hein, qu'il suffit de faire comme ça, clac, un petit truc, et puis on sait dire non tout de suite immédiatement, parce que finalement, ça met en branle d'autres, c'est-à-dire ça nous oblige à travailler notre confiance en nous. Et puis si j'ai abordé tout à l'heure l'histoire du troisième chakra, c'est encore une considération. Pourquoi aurais-je confiance en moi? Alors qu'on nous a quelque part, c'est des questions fondamentales de notre construction qui sont en jeu, hein, et qui viennent en fait, qui sont profondément ancrés dans des mécanismes qui, en fin de compte, ces mécanismes relèvent de la conscience de notre nature d'être divin.
C'est ce que je constate, moi, c'est mon regard d'énergéticien. Je pourrais parler pendant des heures des mécanismes qui font qu'une personne a confiance en elle ou qu'elle n'a pas confiance. Et que ce ne sont pas juste des choses qu'on apprend. D'abord, ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école, mais ça commence déjà tôt avec le transgénérationnel, c'est-à-dire la manière dont on est éduqué, dont on est encouragé. Tiens, tu fais une petite chose, tiens, tu as réussi, ben super, continue. Alors que dans certaines d'autres familles, la confiance en soi, elle est brisée, cassée, parce que l'enfant, il fait quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas reconnu. On dit, oh, tout ça, moi, j'ai fait ça quand j'avais 3 ans, avec et puis l'enfant, la confiance de l'enfant elle-même, elle se dit, non, mais je ne serai jamais à la hauteur de mes parents. Moi, j'ai vu tout ça, que la confiance soit brisée dans un monde parental qui n'est pas conscient qu'il est en train de construire la confiance de l'enfant en lui-même. Ça commence là. Alors après, en tant Ouais. qu'adulte, c'est difficile d'aller d'aller rattraper ça. Ça demande du travail. Et ce travail Mmh. ne se fait pas justement en claque comme ça. Ça demande d'aller creuser, puis de se dire pourquoi on m'a cassé ma confiance en soi et comment je vais pouvoir construire ma confiance en soi, en moi. Ça, c'est des grosses, grosses questions. OK. Merci Thomas et Yvette te dit merci aussi. Merci Thomas. Vous avez très bien expliqué les limites à fixer. Voilà. Alors, je vous ai mis dans le chat, pour les personnes qui sont donc en direct avec nous, je vous ai mis dans le chat, voilà, donc l'atelier de Thomas, que Thomas donnera le mercredi 25 septembre à 20h. Donc pour cet atelier, sachez, que, vous avez pendant 15 jours, vous pouvez bénéficier du tarif réduit qui est de 34,50 €. Ensuite, au-delà des 15 jours, donc à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le 12 septembre, dans 15 jours, ça va passer à 57 € qui est le tarif normal des ateliers, d'un atelier à l'académie Nouvelle Vie. Voilà, donc vous pouvez cliquer donc sur ce lien que j'ai mis dans le chat. Vous allez être dirigé sur une page où vous allez pouvoir vous inscrire à l'atelier. Et pour les personnes qui regardent le replay, sur le site de l'Académie Nouvelle Vie, ça va être en dessous de la vidéo. Mais sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie, ça va être aussi en dessous de la vidéo. Vous avez le descriptif et dans le descriptif, vous avez un lien en bleu sur lequel vous pouvez cliquer et vous allez être redirigé vers la page avec toutes les informations pour vous inscrire à l'atelier de Thomas. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler, oui, Oui, justement du contenu de cet atelier? Alors moi, je alors, vois que justement, le titre, c'est éloigner le spectre du burn-out. Mais plus précisément, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va voir pendant ben, cet l- atelier? les sujets que j'ai à énoncer ce soir, c'est-à-dire l'incapacité de dire non, et passer du faire à l'être, il y a des aides, c'est-à-dire il y a des accélérateurs pour le faire. Ça a été ma passion de comprendre les leviers, de comprendre comment accélérer les processus, parce que je crois que c'est vraiment aussi l'accélération, c'est quelque chose qui est propre au siècle dans lequel nous vivons, c'est le fait de disposer de trucs, de moyens accélérés. Et c'est ça aussi dans lequel je fonctionne. Il y a des trucs qui font que ça va beaucoup plus vite. Et c'est ça que j'ai envie de partager pour s'aider dans cette, je dirais, peut-être c'est une quête de soi-même de dire, tiens, je suis dans un environnement stressogène, je suis dans un environnement où des personnes sont tombées en burn-out ou risquent de tomber en burn-out. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir
vivre là-dedans sans être un candidat, en trouvant mon équilibre, en éloignant justement les facteurs risques. Ça, c'est vraiment, je voudrais pouvoir alimenter positivement cela, exactement cela. Et ensuite, un autre aspect que je vais toucher dans l'atelier est qu'est-ce que je fais quand je suis touché dedans? Comment je me reconstruis? Alors, bien sûr, ça c'est très vaste, ce sujet extrêmement vaste, mais il y a des aspects très spécifiques qu'il faut comprendre, qui sont indispensables de comprendre. C'est notamment le fait que quand on a vécu un burn-out, c'est un moment de non-retour, c'est-à-dire heu, c'est pas réciproque, on ne peut pas sortir de burn-out comme on y est rentré, il y a un avant et après et il y a quelque chose d'absolument semblable qui se passe entre des accidents, entre des situations d'accidents graves, des situations traumatisantes graves que l'on vit, des situations de harcèlement qu'une personne peut vivre, une situation grave de harcèlement ou le burn-out. C'est le fait que ceci réveille les traumatismes anciens. Alors ça, je veux juste en parler un petit peu. C'est que quand on comprend que nous nous incarnons et puis que dans le cursus de nos incarnations précédentes, nous cumulons des souvenirs ou des mémoires de traumatisme, nous les cumulons, nous les gardons quelque part bien au fond de nous, elles ne sont pas manifestées. Ces traumatismes, ces restes de traumatisme ne sont pas apparents ou parfois ils disent bonjour un petit peu avec des petites peurs, avec des allergies, avec des réactions corporelles, avec des états d'être. Ils disent parfois un petit coucou, mais ce ne sont pas les traumatismes qui vont euh, quelque part dominer notre vie en général. C'est pas les traumatismes des vies antérieures. Ils vont juste être là comme des petits spectres, comme des petites choses qui vont, euh, qui vont peut-être créer de la claustrophobie, qui vont créer toutes sortes de peurs, d'anxiété, toutes sortes d'états, mais ils vont pas dominer la vie. On va dire, ben tiens, on peut passer outre. Mais ce qui se passe quand on vit dans un burn-out ou une situation très grave, un accident très grave et tout, c'est que tout à coup, ces traumatismes ne disent plus coucou, ils sont vraiment réveillés, éveillés, et ils vont commencer à dominer notre vie et dominer aussi le mental. Tout à coup, ils vont avoir un impact sur le mental et tout à coup, on n'est plus comme avant. La tête ne fonctionne plus qu'avant, on ne réfléchit plus comme avant, on est handicapé sur le plan physique, c'est lent, ça bouge plus, on a des problèmes d'orientation, on a des problèmes de mémoire. Il y a tout un tas de choses qui montent comme ça et que la vie n'est plus qu'avant, surtout parce que ces traumatismes anciens qui dormaient bien tranquillement au fond, tout à coup, plouf, ils ont tous comme émergé. Ah, quand on comprend ça, on comprend pourquoi les méthodes qui soignent les traumatismes sont tellement efficaces pour les personnes qui sont qui sont en burn-out ou qui ont passé un burn-out ou qui ont vécu un harcèlement. Pourquoi ces méthodes ont un tel succès? Voilà. Donc, on va parler de ça aussi. On va aborder ça dans l'atelier aussi. Comment je peux, par quelle méthode, comment je peux comprendre et comment cibler des activités très spécifiques pour sortir, pour aller mieux. Voilà aussi un troisième volet de l'atelier. OK, merci, merci Thomas. Alors il y a Yvette qui dit: «Merci Thomas de vos explications claires et précises. Je ne suis plus concernée par le burn-out, mais je constate autour de moi que beaucoup de personnes le vivent ou l'ont vécu et ça me désole». Alors justement, c'était une de mes questions, tout au début. Heu, Lorsque tu constates qu'une personne est dans le burn-out, comment l'amener à la prise de conscience, que cette personne, commence à plonger dans cette spirale du burn-out? Comment
c'est difficilement pour moi de m'exprimer là-dessus, parce qu'au fond, ça dépend tellement de la relation qu'on a avec la personne. Mais mais peut-être c'est on peut juste quelqu'un qui va, a l'impression qu'il va vraiment, qu'il est en train de se planter, qu'il va dans la mauvaise direction. Il a toujours son libre arbitre. Voilà. On peut pas l'en empêcher. On peut juste dire, écoute, il me semble vraiment que là, tu es en train d'aller dans la mauvaise direction, tu es t'es en pleine spirale. Écoute, tu devrais faire ceci, tu devrais prendre conscience de cela, tu devrais, tout ça, voilà ce qu'on lui dirait typiquement, c'est qu'on essaye de souffler par une petite voix, si lui, ça dépend de la relation que vous avez avec lui, avec cette personne qui est en train de passer en burn-out, s'il est prêt à écouter, prêt à prêter une attention, prêt à faire quelque chose, peut-être en m'ayant écouté, peut-être ça devient plus clair ce qui en cause dans le burn-out. Et puis peut-être vous pouvez peut-être d'une manière beaucoup plus pertinente, lui dire ce qui joue pas, pourquoi elle est en burn-out, et puis ce qu'elle devrait vraiment typiquement faire, c'est-à-dire mettre des limites, par exemple, hein. Et puis si elle a peur de perdre son job, ben moi, alors combien de personnes préfèrent passer en burn-out que de risquer de perdre leur job? Bon, c'est un phénomène de société. Ah, c'est ça, c'est la menace. On préfère leur passer en burn-out et puis là, on est vraiment, pas burn-out, on est handicapé. C'est un handicap que la personne qui passe là-dedans. Après, pour s'en sortir, parfois c'est des années et des années pour récupérer. Puis encore, il y en a qui ont vécu ça il y a 10 ou 20 ans, qui n'ont toujours pas totalement récupéré. Ouais. Bah, peut-être que les personnes justement se disent: «Oh mais c'est pas grand-chose, oh je pourrais m'en sortir, je m'en sortirai toujours» et cetera et puis finalement, petit à petit, on glisse vers le fond quoi donc Mmh. c'est très finalement, c'est très subtil. C'est très sournois aussi, Mmh. ce glissement vers le fond, vers le burn-out quoi. C'est pas quelque chose de on passe pas, brutalement de quelque chose, enfin, d'un état, normal à un état de burn-out. C'est quelque chose de très très subtil, en fait. Non, mais est-ce que voilà, enfin, je voulais juste dire que c'est pas toujours peut-être facile d'en prendre conscience tout de suite. Non, pas du tout. Mmh. Et c'est pas quelque chose qu'on peut empêcher avec une petite pastille. Ouais. Mmh. OK. Bon, ben, merci, hein, je suis comme Yvette, merci de toutes ces explications, c'est très clair. Donc je rappelle aux personnes donc qui veulent, voilà, aller plus loin, par rapport, donc, au burn-out et hop, voilà, je mets dans le chat le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous inscrire à l'atelier, donc éloigner le burn-out. N'hésitez pas, pendant 15 jours, le prix est à 34,50 € au lieu de 57 €. Donc, nous sommes le 12 septembre. Dans 15 jours, ça va passer à 57 € le prix de l'atelier. C'est le tarif normal sur, l'académie de la nouvelle vie. Bien, eh ben, écoute, ça a été très clair tout ça, Thomas. Sinon, je rappelle donc, l'atelier, ça va se tenir mercredi 25 septembre à 20 h. Merci beaucoup Thomas Merci Hortense, merci pour ton animation. et puis, ben, pour les personnes qui ont pris ou qui prendront, Merci aussi pour l'atelier, l'écoute. merci et à mercredi 25 septembre pour l'atelier de Thomas. À très Au bientôt. À très bientôt. Au revoir tout le monde et Au à très revoir tout le bientôt sur monde. la chaîne de Au revoir Hortense. l'académie. Au revoir.